Bonsoir à tous et bienvenue dans ce numéro d'NCI 360. Comme vous le savez, les autorités ivoiriennes ont fixé le prix Borchamp du cacao à 1500 francs CFA le kilogramme pour la saison intermédiaire qui a démarré le 2 avril dernier suite à une revendication des producteurs qui avaient annoncé une grève illimitée dans la filière café-cacao avant de suspendre leur préavis de grève. Ce prix demeure bas de l'avis de plusieurs observateurs de la vie politique en Côte d'Ivoire. Que faut-il comprendre en ce qui concerne le prix du cacao? Quelles sont les solutions aux problèmes posés? Nous ouvrons le débat ce soir dans cette émission. Et puis nous reviendrons sur le sujet de la dette publique ivoirienne. Vous vous en souvenez, les députés du PDCI RDA avaient rejeté le projet de loi sur la politique d'endettement et la gestion de la dette publique. Quelle analyse peut-on faire de la viabilité de la dette ivoirienne? Quelques éléments de réponse ce soir. Et puis enfin en politique, il sera question de la fête de la renaissance du PPACI, fête au cours de laquelle Laurent Gbagbo a de nouveau annoncé sa candidature à la présidentielle de 2025. Que faut-il retenir de cette fête? Sans oublier cette conversation entre l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et le président Alassane Ouattara. Pour aborder ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir pour vous et chez vous, ici en plateau, Monsieur Bomba Kadoko Jomo Zakaria. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de la commercialisation extérieure au Conseil Café Cacao. C'est bien ça. Merci. Juste à côté de vous, nous avons Monsieur Kipré Pacom. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Et vous, vous êtes le directeur adjoint à la commercialisation extérieure au Conseil Café Cacao. Vous êtes plus dans les salles de vente, c'est bien cela? Tout à fait. Merci d'être avec nous. Nous avons également monsieur Obed Blondé-Doua. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Association des producteurs et organisations professionnelles agricoles de Côte d'Ivoire. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Nous avons également l'honorable Nguessan Edouard. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Vous êtes expert comptable, expert dans la filière, les filières café et cacao. Et vous êtes également le député de Didier Vie. C'est ça. Merci d'être avec nous. Merci. Geoffroy Julien Kwao, politologue, juriste, écrivain, habitué de ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, Evelyne. Et puis nous avons également M. Koné Katinon qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Il est le président du Conseil stratégie et politique au PPACI. Bienvenue, messieurs, sur ce plateau d'NCI 360. Je vous propose de suivre ensemble ce reportage de la rédaction d'NCI. On ouvre le débat juste après. Devant la presse nationale et internationale, les producteurs, les responsables de coopératives et de syndicats de producteurs, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani a mis fin aux supputations et autres spéculations relatives au prix Borchamp du kilogramme de cacao. Pour cette campagne intermédiaire, le président de la République et son gouvernement ont consenti à une hausse de 50% par rapport au prix de la campagne principale. Un changement positif dû à l'embellie du prix de cette matière première sur le marché international. Pour la campagne intermédiaire, le résultat des ventes par anticipation de la récolte de la période d'avril à septembre 2024 a permis de réaliser un prix CAF moyen de 2326 francs CFA le kilogramme. Sur cette base, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de servir le prix aux producteurs à 1500 francs le kilogramme, soit 64% du prix CAF de réalisation. Sur la polémique liée au système de fixation du prix du kilogramme du cacao aux producteurs, le ministre Adjoumani a tenu à présenter les avantages liés au système de stabilisation qui, selon lui, met les planteurs à l'abri des prix dérisoires qu'ils ont connus dans le passé. Dans le système stabilisé, la hausse quotidienne des cours mondiaux n'est pas répercutée immédiatement, mais elle profite aux producteurs avec un décalage dans le temps, puisque les ventes de la récolte future s'effectuent au moment même de cette hausse. Les producteurs présents à cette rencontre de lancement de la campagne intermédiaire ont exprimé leur satisfaction face à ce niveau de prix inégalé dans l'histoire de la filière cacaoyère en général et celle des campagnes intermédiaires en particulier. L'embellie au niveau mondial rejaillit réellement sur le producteur ivoirien aujourd'hui. Si nous sommes en train de vendre le cacao de petite fève à 1500 aujourd'hui, nous croyons que la grande traite ira à certainement plus de 3000.
Et nous disons merci au président de la République. Avant, c'était vraiment un problème quand on est producteur. Mais aujourd'hui, fier d'être producteur. Parce que c'est un prix qui vient vraiment rehausser l'autorité d'un producteur. Nous disons merci à tous ceux qui ont pu participer à ce travail-là pour qu'on puisse avoir ce prix-là. Cette hausse du prix du cacao est consécutive à la baisse de la production qui se situe pour la Côte d'Ivoire dans l'ordre de 23 à 24% par rapport à la campagne 2023. Rappelons que le prix borchant du kilogramme de cacao pour la campagne principale qui vient de s'achever était de 1000 francs CFA. Bamba Kadoko, je vais commencer avec vous sur le prix du kilogramme, ce prix du kilogramme du cacao. On a entendu certains producteurs saluer ce prix. C'est la première fois qu'on atteint ce niveau dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pourtant, certains jugent que ce prix est bas par rapport à certains pays. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Comment vous expliquez cela? Merci beaucoup, madame. On a bien entendu les critiques des uns et des autres comparément au prix pratiqué en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que il est important de savoir comment est-ce que nous fixons le prix du cacao en Côte d'Ivoire. D'accord, dites-nous. Donc, je vais faire un récap assez bref dessus. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la Côte d'Ivoire a mis en œuvre un système de stabilisation de l'achat des prix au niveau des producteurs, de stabilisation. Et donc, les ventes sont faites par anticipation. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, la production qui est exportée au jour d'aujourd'hui a été vendue approximativement 1 an à l'avance. Donc, au moment où nous vendions ces contrats-là, effectivement, il y a un an, nous n'étions pas à ce niveau de marché. D'accord. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le début de la campagne, qui commence en octobre, nous avons l'obligation de vendre une bonne partie de la récolte, de sorte à pouvoir garantir un prix rémunérateur aux producteurs sur la campagne principale. Parce que la campagne elle est composée de 2 campagnes. Une campagne principale qui part d'octobre à mars de l'année qui suit, et la campagne intermédiaire qui part de avril à septembre. Et donc, sur la base des estimations de production que nous avons de nos services, nous commençons la vente par anticipation. Donc, avant le début de la campagne, nous avons vendu une bonne partie de la production. Et donc, le solde du volume qui reste à vendre, qu'on pourrait qualifier de stock d'ajustement, est un stock qui est vendu en dedans même de la campagne. Parce qu'effectivement, les estimations de production ne sont pas forcément exactes. Et donc, il faut vous laisser un stock qui puisse vous permettre d'ajuster vos ventes en fonction des arrivages au niveau des ports d'Abidjan et de San Pedro. D'accord. Et donc, c'est sur la base de ces ventes-là que nous tirons ce qu'on appelle un prix CAF de référence, un prix CAF moyen de vente. Et donc, c'est à partir de ce prix CAF moyen de vente-là qu'est issu le prix au producteur qui est décidé. Et ensuite, vous avez tous les coûts intermédiaires. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez le prix au producteur, vous avez les coûts intermédiaires, c'est-à-dire tous les intervenants dans la chaîne de valeur, y compris les services qui sont menés au-dedans même de la filière, sont rémunérés dans ce qu'on appelle un barème de coûts. Et donc, c'est en intégrant le prix au producteur, les coûts intermédiaires, qu'on arrive à ce qu'on appelle le prix CAF de référence, mais qui est issu des ventes que nous avions faites au préalable. Et donc, au jour d'aujourd'hui, effectivement, en Côte d'Ivoire, vous avez un prix borchant qui est de 1500 francs CFA, qui est sensiblement le même au Ghana, parce qu'ils viennent de faire leur déclaration bientôt, qui est à 3120 cedi. Quand vous faites la conversion, nous sommes sensiblement autour de 1500, 1510 francs. Voilà. Et donc, par contre, nous avons le même système de vente avec le Ghana, le système de vente par anticipation, contrairement au Cameroun, qui, lui, est dans un système purement libéralisé. Qui, lui, le producteur, quand il a son cacao, il le vend au jour le jour. Donc, quand il arrive au magasin pour vendre son produit, on lui affiche un prix, et c'est sur cette base-là que le producteur discute le prix. Voilà. Mais seulement, dans ce cas de figure, il est confronté directement aux aléas du marché. Au jour d'aujourd'hui, le prix il est haut. C'est pour ça qu'effectivement, des voix s'élèvent pour dénoncer cette différence de prix. Mais si nous étions dans une configuration autre, c'est-à-dire dans un marché baissier et bas, la Côte d'Ivoire aurait maintenu un prix garanti qui serait supérieur nettement au prix du Cameroun. Mais dites-nous, justement, en Côte d'Ivoire, on n'a pas toujours vendu par anticipation. Comment sommes-nous arrivés à ce système de vente par anticipation? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec l'ancien système qui a fait que la Côte d'Ivoire est arrivée vers ce système? Sur le système libéralisé, le producteur n'avait aucune visibilité sur ses revenus. C'est-à-dire qu'il se réveille le matin, on lui dit aujourd'hui, le prix
il est de 400-450 francs. Donc le producteur qui a fini de faire sa récolte ne sait même pas combien il va toucher. Et donc, les prix qu'il touchait étaient des prix dérisoires, comparés même au niveau, à l'époque, du marché international. Et donc, c'est pour corriger ces imperfections-là, pour protéger le producteur, que l'État de Côte d'Ivoire a décidé de revenir à la stabilisation qui existait déjà, de revenir à la stabilisation pour que les producteurs puissent toucher au moins 60% du prix CAF de référence, c'est-à-dire du prix qui est issu des ventes anticipées. Et est-ce que c'est le cas réellement? Oui, par exemple, le prix de 1500, il représente 64% du prix CAF de référence. Ok. Kipre Pakam, vous êtes dans les salles de vente. Dites-nous comment ça se passe dans les salles de vente. Dans les salles de vente, nous avons les traders. Nous, on est les coordinateurs des traders. Et nous fixons un volume à vendre journalier ou hebdomadaire. Et nous suivons le travail que font les traders. Et les traders discutent avec les clients à l'extérieur. Et c'est suite à ces discussions que des prix de contrat sont fixés. Donc, jour après jour, nous fixons des prix de contrat. On peut décider de fixer des prix sur une semaine, arrêter, regarder la configuration du marché, analyser et revenir au marché et faire des fixations de prix. Donc, c'est tout ce travail. C'est un travail d'analyse, c'est un travail de recherche, c'est un travail qui touche un peu ce qui se passe dans d'autres pays, qui permet de voir comment est-ce que la production évolue et comment est-ce que le prix lui-même il évolue. C'est vraiment un travail assez difficile, mais que nos équipes... Les difficultés sont à quel niveau avant de continuer? Les difficultés sont à bien des niveaux, mais la difficulté la plus forte, en fait, dans le travail que nous faisons, c'est la capacité à faire des anticipations sur le marché. Parce que c'est quelque chose de très important dans ce que nous faisons. Il faut analyser pour voir quelle direction on pourrait prendre le marché. Et ce qui se passe cette année, je ne sais pas si dans une salle de marché au monde, des gens avaient imaginé un seul instant que les prix seraient au niveau où ils sont aujourd'hui. D'accord. On va revenir sur les raisons de cette flambée des prix. Blondé Doa, je vais venir avec vous. Vous êtes producteur, on vous a entendu dans ce reportage. Vous êtes satisfait de cette augmentation, mais de façon générale dans la filière, est-ce que les producteurs ressentent véritablement dans leur poche, j'ai envie de dire, cette vente du cacao en Côte d'Ivoire? Madame, permettez-moi de rendre hommage à tous les valeureux producteurs de cacao de Côte d'Ivoire. D'accord. Qui m'ont demandé expressément d'être sur ce plateau pour traduire leur voix. À la réalité, c'est la première fois dans l'histoire du cacao que nous sommes à 1500 francs. On entend des choses autour de nous, mais en Côte d'Ivoire, la réalité, c'est la première fois que nous sommes à 1500 francs. Et je l'ai dit tout à l'heure, la petite campagne, il n'y a pas assez de cacao et les faibles sont faibles. On nous a payé toujours moins cher que la grande campagne. Le fait qu'on ait 1507 campagnes, nous sommes assis, nous avons fait des analyses et on a quand même réalisé que ce que nous disent toujours les autorités de régulation est quelque part en phase avec le prix qu'on vient d'avoir. Et on a beaucoup d'espoir. Vous avez vu dans le reportage et dans les plantations, les producteurs ne font que saluer ce prix. Les producteurs sont contents du prix de 1500 francs et les producteurs caressent le nouveau prix qui va venir pendant la grande campagne. D'accord, les producteurs sont contents, on note, mais on a quand même entendu des producteurs, mais on reviendra dessus, qui demandaient à l'État de quand même regarder les autres revendications. Je vais venir vers vous, honorable Edouard Nguesson, vous êtes expert de la question. On sait que le PDCI avait demandé une augmentation, on souhaitait une augmentation du prix du kilogramme du cacao, notamment de passer à 2500 francs CFA. Quelle analyse vous faites de cette augmentation par le gouvernement ivoirien? Merci de m'avoir invité. Je pense que, au nom du président Tidiane Cham et du président Dossimon du groupe parlementaire PDCI, je voulais vous remercier de m'avoir invité. J'ai écouté nos frères à côté. Je pense que 1500, c'est déjà bon. Mais je pense qu'on aurait pu, au niveau du prix, avoir un peu plus. C'est ce qu'on a dit. Je crois qu'on a proposé 2500. Quand on regarde l'évolution du marché, depuis janvier jusqu'à maintenant, on se dit en termes de moyenne, si on prend 60% du pic qu'on a eu, on peut largement payer les 2500 francs CFA pour le producteur. J'ai écouté le représentant des producteurs qui est à côté qui dit qu'ils sont assez contents. Je pense que quand ses collègues entendent qu'au Cameroun,
ou ailleurs, ils ont un peu plus, ce qu'il dit est battu en brèche. Ce qu'on souhaite, c'est de tout faire pour que le paysan ait un peu plus. Voilà. Donc je pense qu'il faut, à ce niveau-là, que ce qui nous guide doit être le producteur. D'accord. Geoffroy Julien Kwao. Oui, moi je voulais faire une double analyse politique de la question. Allez-y. D'abord, je remarque que c'est suite à une interpellation du PDCI-RDA que le gouvernement a réagi. Ça veut dire que si le PDCI-RDA n'avait pas joué son rôle de parti d'opposition, on serait encore là au prix de 1000 francs. Deuxième chose, c'est que, à écouter les uns et les autres, je pense que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas de solution au problème des paysans, des producteurs de cacao. Pourquoi vous dites cela? Le problème, c'est l'État. Tout à l'heure, un des intervenants nous a donné l'exemple du Cameroun. Le prix est élevé parce que le marché est libéralisé. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde totalement libéral. Le laisser faire, le laisser aller. Ce sont les exigences de la mondialisation. Qu'on laisse donc les producteurs face aux acheteurs. Cette intervention de l'État, qui prend valeur de protection paternaliste, m'étonne. D'autant plus que nous avons au pouvoir un gouvernement libéral. Pourquoi donc ne pas appliquer un prix libéral? Laisser aux paysans producteurs de fixer eux-mêmes leur prix au contact des acheteurs. Je pense qu'il y a lieu de mettre fin à cette manière de faire. Cet interventionnisme de l'État n'est pas conforme aux exigences de la mondialisation. D'accord. Monsieur Bamba, vous voulez répondre oui, à cela? Oui, je voulais réagir parce que au jour d'aujourd'hui, tel que je le disais tantôt, à la fin de mon intervention tout à l'heure, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase haussière. Donc c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, le producteur camerounais, aujourd'hui, il bénéficie de la hausse des prix parce qu'ils vont au jour le jour. On ne vend pas 2 millions de tonnes comme on vend 200 000 tonnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous pesons sur le marché. Au niveau de la production? Non, il y a déjà au niveau de la production et le système de vente même Nous allons permettre à M. Koné Katinon de nous rejoindre sur ce plateau. Allez-y. D'accord. Donc, je vais faire une analyse comparative. Quand nous prenons les prix Borchamp pratiqués depuis la campagne 2000-2001 jusqu'à la campagne 2011-2012, c'est-à-dire avant la stabilisation, le retour à la stabilisation, nous avions un prix moyen de 559 francs de prix Borchamp aux producteurs. La moyenne des prix, 559 francs. Sur ces années-là. Sur ces années-là, quand vous prenez toutes ces années. Et quand vous prenez à partir de la campagne 2012-2013 à la campagne 2022-2023, ça n'est pas cette campagne, la campagne dernière, nous avons un prix moyen autour de 842 francs. Donc quand vous prenez la différence de prix entre ces deux périodes-là, il n'y a pas match. Vraisemblablement, la période stabilisée a été beaucoup plus bénéfique aux producteurs ivoiriens que la période stabilisée. A contrario, si nous nous mettions dans une baisse drastique de coûts au jour d'aujourd'hui, combien toucherait le producteur camerounais? C'est de ça qu'il s'agit. Le gouvernement ivoirien a décidé de protéger les producteurs ivoiriens, de leur permettre d'avoir un revenu décent sur la durée et non pas aujourd'hui avoir un prix parce que le marché il est haut, nous avons un prix haut et demain le marché il est bas, nous avons un prix bas. Non. Nous essayons de lisser les ventes de sorte à ce que le producteur ait régulièrement un prix qui lui permet de couvrir non seulement ses coûts de production, mais aussi de lui-même avoir de l'épargne, se soigner, se nourrir et vivre convenablement. D'accord, note bien ce point. Blondé doigt, Oui. et je vais donner la parole à M. Katinon. D'accord. Madame, quand à écouter votre introduction, ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure, disant que c'est suite aux critiques du PDCI et autres que le gouvernement est monté à 50% de plus. C'était pas dans mon introduction. Voilà. Mais allez-y. Voilà. Mais moi, je ne crois pas. Parce que comprenez qu'aujourd'hui, nous sommes des producteurs lucides. Lucides en ce sens que nous essayons d'observer les choses. Moi, je fais partie de ceux qui n'appréciaient pas la stabilisation. Et je crois qu'en son temps, Honorable était encore DGA du Conseil du Café Cacao. C'est lui qui nous sensibilisait en région que c'était un bon système. D'accord. Voilà, c'est un bon système. Mais quand intellectuellement on fait des calculs, depuis 2011, on est dans le système stabilisé. Toutes ces voix qui s'élèvent aujourd'hui n'ont jamais parlé du prix du cacao. Cette embellie qu'on a eue brusquement cette année,
qui est due à une calamité naturelle, on ne peut pas se baser sur ça pour dire que les prix sont meilleurs dans les autres pays. On se rappelle bien de 2017 dans le cacao ici. En tant que producteur, vous préférez le système stabilisé? Nous pensons que le système stabilisé que nous sommes dedans depuis... Ce n'est pas la première fois qu'on pratique le système stabilisé. Hein. On l'a fait, on a laissé, on est revenu là-dessus. Il le sait très bien. Et je crois que les 1500 que nous avons eus là ne fait pas partie des critiques d'un syndicat ou bien d'un quelconque parti politique. C'est réaliste. C'est réaliste quand nous allons rentrer dans la moyenne du marché, c'est réaliste. Si c'était parti fondé sur les critiques, on allait arriver à 2500. Mais on ne peut pas inventer. D'accord. Voilà. OK, merci. Bonsoir, Koné Katinon. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Toutes mes excuses pour le retard. Vous êtes excusé. Je me suis trompé de route. D'accord, vous êtes excusé. Lors de la fête du PPAC, la fête de la Renaissance, le président Laurent Gbagbo est revenu également sur cette question du prix du kilogramme du cacao. C'est vrai que vous prenez l'émission en cours, mais vous avez une analyse là-dessus. Oui, je crois que la position du président a été claire. Il a dit, moi je ne suis pas libéral. Je suis socialiste et je suis venu trouver une réforme qui avait été faite justement par les libéraux et qui consistait donc à libéraliser la vente des produits. Et c'est ce que moi j'ai suivi. Et je suis surpris qu'aujourd'hui, ceux qui sont libéraux reviennent au système de stabilisation qu'ils ont combattu. Parce que parfois, quand on parle en Côte d'Ivoire, on oublie qu'il y a une histoire. C'est le FMI, d'où travaillait l'actuel chef de l'État, qui a fait qu'on démantèle la caisse de stabilisation à partir des années 90, en disant tout simplement que la stabilisation n'était pas bonne. Aujourd'hui, subitement, on revient, on nous dit non, qu'il faut revenir à la stabilisation parce que c'est la meilleure. Je voudrais rappeler, bon, le paysan, le producteur, il est heureux. Je suis heureux pour vous, hein, si vous êtes heureux avec 1500 les kilogrammes, alors que... C'est la première fois quand même, hein? C'est la première fois. Vous aurez dû avoir plus. Bon, si vous dites que vous êtes heureux, moi je suis heureux avec vous aussi. Hein? Merci. Je suis heureux avec vous, mais je ne suis pas sûr que tout le monde soit heureux. Mais le problème qui est là, il est très simple. Dites-nous. Ce que le président a voulu dire est simple. Tant que nous ne nous organisons pas, les pays producteurs, sérieusement, et que nous allons avoir des systèmes de vente variés, nous ne pourrons jamais avoir d'impact sur le marché des produits que nous produisons. C'est tout simple que ça. En 2019, on oublie que justement à cause du décalage des prix entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, le président Ouattara est obligé de se déplacer pour aller au Ghana, plaider, non pas pour qu'on augmente le prix des paysans qui étaient à 900, mais de le ramener à 700 francs, qui était le prix de la Côte d'Ivoire. Juste pour qu'effectivement, il n'y ait pas cette variante. On oublie ça. C'est des faits qui existent. Les textes sont là, c'est des faits qui existent. Donc, à partir de ce moment-là, ce que nous voulons dire, c'est que les grands pays producteurs, nous avons le Ghana et la Côte d'Ivoire, c'est 60% de la production mondiale de cacao. Nous sommes voisins. Nous sommes le même peuple. La seule question qui se pose, et nous avons des propositions, hein, nous avons des propositions. De façon globale, nous avons des propositions parce que généralement, je crois que c'est l'idée même. Il faut que nous quittions dans le système. Il faut que nous inventions un autre système. Et nous allons pouvoir l'inventer, tous nos systèmes. D'accord, on vous a bien compris. Honorable Edouard Nguessan, j'aimerais que vous reveniez sur ce que Blondé Doha a dit. Le système de stabilisation étant un système que vous défendiez à une certaine époque, d'après ce qu'il a dit. Aujourd'hui, nous sommes à ce système. Est-ce que vous, fondamentalement, vous pensez que c'est un système qui est bénéfique pour les producteurs ou même pour le pays? Moi, je n'ai jamais dit. Ceux qui me connaissent savent que j'ai toujours défendu le système de stabilisation. Comme je le dis souvent, on a eu la chance d'essayer les deux. On a fait le système de stabilisation de 60 aux années 2000. On a fait la libéralisation de 2000 à 2011. Et on est revenu au système de stabilisation. Parce que globalement, on s'est rendu compte que ce qui protège mieux le planteur, c'est ça. C'est quoi? C'est le système de stabilisation. Merci. Voilà. Le reste, c'est quoi? C'est comment on détermine le prix CAF de référence. Parce que la référence, Bambaka Dogo le sait, aujourd'hui on a fixé le prix à 1500. 1500 francs. La référence, le CAF, c'est 2300. Comment on détermine les 2300? C'est ça qui est le problème.
Eux, ils le savent. Quand tu prends un marché qui a évolué de janvier à mars, de 3 000 à 4 000 à 6 000, quand tu prends 60% de ce prix, il est largement au-dessus des 2500. Mais expliquer au planteur qu'on lui donne 1500 et que c'est suffisant, il a un problème pour comprendre. Et c'est là que leur rôle est essentiel. C'est à eux d'expliquer pourquoi le 1500 est suffisant. Ils savent. Est-ce qu'ils ont vendu sérieusement? Est-ce que les ventes telles qu'ils l'ont fait, ça a été des ventes qui ont été faites correctement? Parce que c'est nous qui le faisons. J'ai écouté le ministre Adjoumani quand il dit ceux qui se plaignent, ils ne savent pas comment on vend. Heureusement, pour le ministre, c'est que lui aussi, il ne sait pas vendre le cacao. Ceux qui savent vendre le cacao, c'est... Bon, il n'est pas sur ce plateau pour répondre, donc on va rester sur le fond de la question. Non, je le dis comme ça. Ceux qui savent vendre le cacao, c'est Bamba, Kadogo et Kipré. Ils savent comment on vend le cacao. Le prix CAF dont on parle, on sait comment on le détermine. C'est bien de dire que je donne 1500 par rapport à un prix CAF de référence, mais si c'est 2000 ou 3000, le prix CAF, il est différent. Le prix au plateau est différent. D'accord. Permettez-nous donc... Allez-y, Kipré, Pacom. Je voudrais peut-être réagir sur ce que l'honorable a dit. Il a pris pour référence la remontée des cours à partir du mois de janvier 2024. Effectivement, quand on observe le marché international du cacao, il remonte depuis janvier 2024. Et effectivement, quand on tire une moyenne de cette remontée des cours-là, on a un prix qui nous permet de donner un certain niveau de prix aux producteurs. Ici, je veux dire, l'État décide de donner aux producteurs le prix de 1500 francs CFA. Mais avec en idée que nous allons bientôt entrer dans la campagne qui nous donne les 3 quarts de la production nationale. Lorsque vous prenez la plus grande campagne qui part d'octobre, qui va partir d'octobre 2024 à mars 2025, on a produit les 3 quarts de notre production. Et comme le disait tout à l'heure M. Obed, la petite traite, elle est marquée par des fèves de moindre qualité. Et puis, la production n'est pas aussi abondante que ça. On fait un ajustement de prix, on a une réserve qui permet de donner un meilleur prix aux producteurs sur la grande campagne. Je veux dire, c'est toute une politique. C'est toute une politique. On ne se limite pas seulement à la campagne intermédiaire. Mais quand vous donnez le prix de la campagne intermédiaire, et comme le disait tout à l'heure M. Bama Kabadoko, généralement la campagne intermédiaire a un prix inférieur à celui de la campagne principale. D'accord. Et c'est là où l'idée de donner un prix sur l'intermédiaire, avec un esprit d'améliorer ce prix-là sur la campagne principale, où les producteurs ont le plus de cacao entre les mains et où ils sont heureux d'avoir un prix beaucoup plus compétitif pour eux. On a bien compris. Bamba Kadoko, vous voulez dire quelque chose, mais moi en même temps vous allez répondre à ma question. Est-ce que, à l'état actuel des choses, est-ce qu'il est possible d'avoir un prix au-dessus de 1500 francs CFA? À ce jour? À ce jour, oui. Est-ce qu'il est possible de fixer un prix? Au regard des offres que nous avions faites, en fixant le prix aux producteurs, c'est ce prix-là que nous pouvions offrir. Le prix de 1500 que nous pouvons offrir, c'est le maximum que nous avons fait par rapport aux ventes que nous avions faites. Et donc, nous sommes aujourd'hui en spot. Donc, en spot, le volume résiduel qui reste, mais qui ne peut pas être vendu au pif, parce que nous avons besoin de savoir, parce que nous savons très bien que les problèmes que nous avons rencontrés, non seulement depuis la campagne dernière, avec la baisse de la production, qui s'est accentuée cette année, effectivement, les estimations de production, nous restons très prudents dessus. Donc, avant de fixer le prix de 1500 francs aux producteurs, la moyenne de prix que nous avions obtenue nous a permis de pouvoir offrir 1500 francs aux producteurs. C'est possible d'avoir cette moyenne? C'est 2300. Okay. 2300, voilà. 2326. Qui nous permet de sortir 1500 aux producteurs. Le reste des coûts, en fait, ce sont des coûts intermédiaires qui sont contenus dans le barème que tout le monde connaît. Maintenant, je vais revenir à l'intervention de M. Koné, qui a parlé ici de se mettre ensemble les pays producteurs pour réinventer en fait ce qui se fait aujourd'hui pour pouvoir tirer un meilleur prix. Je suis ravi que M. Koné le souligne parce que nous avons l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana, sous l'impulsion du président de la République de Côte d'Ivoire et celui du Ghana, qui a emmené les deux organes de régulation des deux pays à se mettre ensemble et puis de réfléchir sur des thématiques pour aboutir de façon durable à une meilleure rémunération des producteurs.
Et c'est dans ce cadre, effectivement, qu'on a pu obtenir, par exemple, le DRD, le différentiel de revenus décent, qui est de 400 $ la tonne, qui est payé à tout producteur de cacao de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Okay. Donc, nous sommes bien sur ce sentier-là. Et donc, des pays comme le Cameroun et le Nigeria, effectivement, sont aux portes de l'initiative. Donc, nous espérons que ce sont des échanges qui vont aboutir vraiment à une meilleure intégration des uns et des autres pour pouvoir être beaucoup plus forts. Et les systèmes de vente. D'accord. Koné Katino. Oui, rapidement. Je voudrais revenir sur la question de la stabilisation. Tout système, ça dépend de comment on le maintient dans le temps. Pourquoi, à un moment donné, ce principe a été remis? Parce que le principe de la stabilisation, c'est ce que vous avez dit, hein, nous faisons de la retenue pendant la période de bonne fortune, et puis nous subventionnons les prix pendant les périodes de mauvaise fortune aux paysans. C'est la règle de la stabilisation. Il ne faut pas aller loin pour que le paysan de mon village, des choses comprennent ça. C'est-à-dire que je peux vous donner plus, mais aujourd'hui je vous donne moins, je gagne partie pour stabiliser par la suite. Quand vous n'aurez pas, les prix ne seront pas bons, pour comprendre. Et ce sujet, c'est un avantage aussi. Oui, mais justement, tout système a un avantage et un inconvénient. Le problème de la stabilisation, c'est que justement, on s'est rendu compte qu'au moment où justement les populations ont besoin qu'on les aide pour stabiliser et justement se différencier là quand les prix ne sont pas bons, c'est là où nos États n'arrivent pas. C'est là où nos États n'arrivent pas. Parce qu'entre-temps, ce qui avait été prévu pour être stabilisé, pour les choses, a été utilisé à d'autres fins. Voilà les fondements, voilà les fondements de la remise en cause de la stabilisation, qui, bien huilée, bien utilisée, n'est pas mauvaise. Pas du tout. Mais qu'est-ce que nous faisons? Dans nos pays où la rareté des finances est une constance, quand à un moment donné l'État se cherche, pour reprendre vraiment l'expression de la personne ceux qui nous écoutent, et qui n'a pas d'autres sources, mais il va là où il avait gardé, qui était censé être les prix, pour revenir soutenir les populations quand elles sont dans la détresse, surtout les producteurs. Il se trouve qu'à ce moment-là, il n'y en a plus. Voilà pourquoi la stabilisation a toujours été remise en cause, disant, mettons les populations, les paysans en face de la réalité, ils vendent, le marché, si on est dans un marché libéral, on est dans un marché libéral, ils vendent, et puis bon, nous regardons, s'il est conscient que lui-même sur le marché, on lui a dit, ton cacao, je suis désolé, il fait 500 francs. Un matin, il dira, moi je ne fais plus de cacao, je m'en vais faire par exemple... Mais le marché libéral aussi a ses inconvénients. Bien sûr. Okay. Bien sûr, l'un ou l'autre. Inge Saint-Edouard. Oui, je voulais demander sur ce que Bamba a dit. Le tout, c'est comment on fixe le prix. Comment on fixe le prix? On parle d'un prix CAF de référence. Mais le prix CAF de référence, et c'est là que je rebondis toujours quand je parle du ministre Adjoumani qui dit on ne sait pas comment on fixe le prix. Sauf que le ministre Adjoumani n'est pas sur ce plateau. Moi, j'aimerais qu'on reste sur le fond de la question. Le prix CAF de référence dont on parle, lui, il sait. C'est au niveau de la structure de régulation. Est-ce qu'on reporte des contrats? Est-ce qu'on vend moins? Est-ce qu'on vend plus? C'est la cuisine interne du CCC. Une fois qu'on a fixé ce prix CAF de référence, si c'est 1500, on sort 1500, si c'est 1200, on sort 1200. Souvent, on dit, c'est un peu comme je le dis souvent en 2016-2017. On a eu, dans tous les cas, depuis 2012 jusqu'à 2016-2017, on a eu 630 milliards d'excédents. Mais la seule campagne, 2016-2017, on a perdu 150 milliards. Quand on fait la balance, on sait. Ça veut dire que le système, c'est excédent, déficit. Donc, c'est extrêmement sensible. Voilà. Donc, il sait que pour fixer le prix, c'est notre cuisine interne qu'on fait au niveau du système. C'est tellement important que quand les politiques, on leur donne les simulations, ils ne savent pas ce qu'on a fait comme simulation interne. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pas... Maintenant, je reviens sur le DRD dont il parle. Mais le DRD, j'étais l'un de ceux qui ont dit que le DRD, ça a été une mauvaise logique. Quand vous voulez fixer un prix, vous dites, je vais jouer sur le marché international. C'est bien de jouer sur le marché international. Je mets un DRD, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché à Londres, New York, on dit non, c'est 1000 francs. Je dis, je mets 200 francs. Ça fait 1200. Mais le marché ne l'intègre pas. Pourquoi il ne l'intègre pas? Parce que c'est un coût fictif. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, quand ils font les barèmes, le DRD n'est plus dedans. Parce qu'ils ont bien compris que ça ne sert à rien du tout de l'avoir mis. Merci beaucoup. Voilà. Blondet doigt et ensuite... allez-y. En fait, madame, je suis heureux
et à la fois inquiet quand même. Heureux parce que M. Nguessan, qui est un technicien du Conseil Café Cacao, va avoir été DG, je ne suis plus là-bas, donc il faut pas... va avoir été DG en son temps, où il parle de 2016-2017, je ne suis plus, donc où il y a eu beaucoup de gaps, je crois bien. Beaucoup de... J'arrive. Il soutient quand même la stabilisation, contrairement à M. Katina. Il soutient la stabilisation. Il dit que la stabilisation, c'est une bonne chose. Donc, je voudrais dire à M. Katina que la stabilisation est une bonne chose pour nous, les producteurs. Le technicien même le sait. Il le sait, il le dit. Il parle plutôt de la fixation des prix. Et puis, vous voyez, en train de trahir des secrets, la fixation des prix, comment on soumet aux politiques. Mon inquiétude, c'est quoi? C'est que les politiques s'invitent aujourd'hui sur le prix du cacao. J'ai même entendu hier quelque part que le cacao coûte 3 000 francs au Ghana. Mais arrêtons de nous fatiguer, nous les producteurs. Le cacao coûte 1 500 francs au Ghana, pas plus. Mais quand ça sort, quelle atmosphère on veut entretenir en milieu agricole? Ok, d'accord. Voilà notre problème. D'accord. Julien Kwao, ensuite Bakadoko. Moi, la question que je me pose, c'est qui qui de l'État ou des producteurs de cacao est le propriétaire de la production de cacao en Côte d'Ivoire? Mais c'est le producteur. Bien sûr. Étant propriétaire de sa production, il en a l'usus, le fructus et l'abusus. Absolument. Il en fait ce qu'il veut. On nous dit non, attention, on va stabiliser parce que pendant les périodes de disette, tu peux... Mais c'est une infantilisation des producteurs. Ce n'est pas à l'État de le faire. C'est maintenant que vous savez ça. L'État est là pour la régulation. Laissez terminer. L'État a un rôle régulateur dans un monde libéral. On est dans ça. L'État n'a pas un rôle d'intervention. La preuve, aujourd'hui, au Cameroun, nous avons 4 000 francs. Ce qui veut dire que si on était libéralisé en Côte d'Ivoire, on serait peut-être à ce prix. Le paysan, qui est un agent rationnel, sait très bien qu'avec ces 4 000 francs, demain, il peut avoir 2 000. Donc, c'est à lui de faire son épargne et de dépenser son argent comme il veut. Le problème ici, à écouter les experts, c'est-à-dire que l'État est super intelligent, les producteurs sont des enfants, ils ne s'y connaissent pas du tout. C'est pas non plus ce qu'ils ont dit. C'est ce que je dis. Non, Okay. c'est une analyse que je fais. D'accord. C'est une analyse que je fais. L'approche idéologique est mauvaise. Dans un monde libéral, le propriétaire d'une denrée ou bien d'un objet est libre d'en fixer le prix, est libre de l'abuser, est libre de l'utiliser. Je pense qu'il faut revenir à la libéralisation. L'État doit jouer un rôle régulateur et non un rôle interventionniste. Maman Kadoko, tu vas apporter la réplique. Je ne vais pas réagir au propos du journaliste parce que je vais aller sur le Non, il n'est pas DRD. journaliste, il est juste analyste politique. Ah, analyste politique, excusez-moi du terme. Non, c'est pas grave. Honorable, le DRD, ce qu'il faut comprendre dans le DRD, ce n'est pas tel que vous l'avez qualifié de quelque chose d'absurde. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons mis autour de la table les parties prenantes, que ce soit les chocolatiers, que ce soit les grands traders. Tout le monde, nous sommes assis et nous sommes dit, le producteur qui produit son kilogramme de cacao, il faut qu'il puisse couvrir ses charges. Donc au Ghana comme en Côte d'Ivoire, nous avons fait une étude méticuleuse pour aboutir à un coût de revient qui intègre 13% comme marge pour le producteur, parce qu'on l'a considéré comme un entrepreneur. Et donc, à partir de là, nous avons déterminé avec le Ghana que c'était 400 $ qui permettaient, en plus du niveau du marché, de couvrir les charges du producteur. Et donc, c'est sur cette lancée-là que nous sommes allés. Effectivement, au début, ce n'est pas passé comme nous le souhaitions. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous l'affirmer que le DRD, tel que vous l'affirmez, il n'est pas contenu dans le barème parce que c'est un montant qui ne doit pas être taxé. Donc, si vous voulez, on le reverse directement au niveau du prix Borchamp pour ne pas qu'il subisse les taxes et redevances. Sinon, il est bel et bien dans le barème. Très bien. Il fait combien? Je voudrais savoir comment ça te présente. D'accord. Comment il se présente? C'est ça. Je veux savoir. Comment il se dit, présente, c'est-à-dire tel que vous le désirez, c'est-à-dire il y a le prix normal, et puis vous venez ajouter 400 francs de kilo. Non. Au niveau de la fixation du prix de chaque contrat. Oui. La fixation du prix du contrat intègre plusieurs éléments. Okay. Vous avez le niveau du prix du marché. OK. Après le niveau du prix du marché, vous avez le différentiel pays. OK, ça oui. Qui est si vous voulez, une prime ou bien une décote en fonction de la qualité du produit et de l'accessibilité du produit. Tout à fait. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la paire de devises, puisque
les cours sont cotés en livres sterling, donc en euro livre sterling, et le DRD qui est coté en dollars, en euro-dollar. Et ensuite, quand nous discutons avec les clients, nous leur disons qu'il y a un différentiel de revenus décent, c'est pour ça que son nom l'indique, différentiel de revenus décent, de $400 que nous vous demandons de payer au regard des ententes que nous avions eues. $400 la tonne. Ah, voilà. La tonne, $400 la tonne. Excusez-moi, je t'ai traduit là. $400 la tonne, voilà. Donc, ce sont ces $400 la tonne là qui, convertis en francs CFA, sont rétrocédés directement au producteur, mais qui ne passent pas dans le barème. Sinon, ça risque de prendre les taxes et redevances. Et cela n'est pas... Non, ce qu'il dit est grave. S'il vous plaît. Non, madame. Bon, allez-y rapidement. Non, ce qu'il dit est grave. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Quand tu dis qu'il y a $400 la tonne, quand tu dis ça au planteur, ça veut dire qu'aujourd'hui, 1500. Il est déjà intégré dans les 1500. Ah, mais il faut lui dire ça. Non. Je dis qu'il est déjà intégré. Non, il faut. Mais laissez-le terminer, en fait. Laissez-le aller au bout de son explication. Comme ça, les téléspectateurs arrivent à comprendre. Le DRD, ça n'a aucune incidence. Je leur ai dit ça. Exactement. Il fallait approcher les choses derrière. Pour dire, on a 1500, on demande au planteur de faire un cacao durable. Et par rapport à la durabilité, il a plus temps. Un peu comme les certifications qui existent. C'est-à-dire quand tu as 1500, il y a plus quelque chose parce que tu as un cacao qui est un cacao durable, un cacao de qualité supérieure. Mais il ne faut pas dire ça. Quand tu dis qu'il y a un DRD qui chose, le planteur va te dire je réclame mon DRD, tu fais comment par rapport à tes 1500? C'est ça. Ok, il va répondre rapidement et on va continuer sur d'autres aspects. Allez-y, bon, il ne faut pas présenter ça comme ça. Ce que je veux vous dire, c'est que... Le prix de cave de référence que nous tirons, il intègre déjà le DRD. Parce que pour chaque contrat... S'il vous plaît, laissez-le terminer. S'il vous plaît. Non, il ne faut pas qu'il parle. Mais laissez-le terminer pour que les autres puissent comprendre, en fait. C'est une composante du prix. Oui, allons-y. Elle permet d'améliorer le revenu du producteur. De toute façon. Oui, parce que si le DRD n'existait pas, j'aurais le niveau du prix du marché, mon différentiel d'origine, et c'est tout. Et ma parité de monnaie. Mais aujourd'hui, on a $400 la tonne en plus, en sus. OK. Voilà. Et aujourd'hui, je suis désolé de vous le dire, mais c'est accepté. Tous les contrats que nous faisons depuis quelques campagnes, il intègre le DAD. D'accord. OK. Bien noté. Il y avait Kipré, par exemple, qui voulait en fait, moi, je voulais peut-être réagir au propos de l'analyste, politologue. Geoffroy Julien Kwao. Oui, je voulais réagir quand même à ces propos. Vous savez, aujourd'hui, on parle du prix au Cameroun, on parlera peut-être du prix au Nigeria. Enfin, dans les pays qui ont un système libéralisé, on parlera du prix qui est meilleur à celui de la Côte d'Ivoire. Mais j'aimerais quand même que on soit un peu... on regarde un peu les choses en face. J'aimerais qu'on regarde les choses en face. Il a parlé de l'infantilisation des producteurs ivoiriens. Bon, en fait... Je veux dire, on se promène quand même en brousse, on échange avec les producteurs, on sait qui produit le cacao. Ce ne sont pas des enfants, certes, mais après le marché international du cacao, la preuve est qu'il y a beaucoup d'intellectuels qui ne vont pas forcément comprendre le fonctionnement du marché international du cacao. Donc le producteur que vous avez en face... Nous étions à la libéralisation les années avant la stabilisation. Mais M. Nguessa Edouard est là. Il est arrivé d'un moment où le producteur a touché 200 francs parce que le prix du marché, il était en train de chuter gravement. Et ça, on l'a vu ici en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas une infantilisation des producteurs. Aujourd'hui, M. Nguessa a parlé de question de durabilité qui permettrait de donner un meilleur prix aux producteurs. Mais la durabilité, on y arrive. La durabilité, on y arrive. Aujourd'hui, le Conseil du café cacao a fait un recensement des producteurs. Et derrière ce recensement, vous avez un système de traçabilité qui est en train d'être mis en place. D'accord. Pour répondre d'ailleurs aux exigences européennes. Permettez que je finisse, s'il vous plaît. Allez-y, pour répondre aux exigences de l'Union européenne. Mais avant même que ces exigences-là ne prennent forme, M. Kone Brahima Yves a eu quand même l'idée de mettre en place le recensement des producteurs. Le recensement des producteurs avec M. Kone Brahima Yves, ce n'était pas la première fois que ça se faisait en Côte d'Ivoire, ou bien que l'initiative avait été prise en Côte d'Ivoire. Mais c'est quand même avec ce directeur général-là qu'on a vu la mise en place du recensement des producteurs et la durabilité qui va s'en suivre. L'Union européenne, excusez-moi de peut-être prendre quelques secondes, mais aujourd'hui, l'Union européenne
est, je veux dire, regarde de près ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire dans le domaine du cacao. Et je pense qu'on a quand même beaucoup d'avance par rapport aux diligences européennes, par rapport à ce qui se fait. Donc, il y a du travail qui se fait derrière. Il ne faut pas penser que, bon, on est dans notre tour et que rien ne se fait du tout. D'accord. Expliquez-nous rapidement la hausse du prix sur les marchés boursiers en ce qui concerne le cacao. On avait abordé ce point. Qu'est-ce qui justifie justement cette hausse? Bon, la hausse du prix sur le marché du cacao, elle est toute simple. Hein. Le marché du cacao, on peut citer tout ce qu'on veut citer, mais c'est la loi de l'offre et de la demande. Alors les industriels, année après année, ont besoin de cacao parce qu'il y a beaucoup d'industries du cacao qui se créent et ont besoin de cacao donc pour transformer, pour produire le chocolat et d'autres produits dérivés du cacao. Mais il se trouve que depuis l'année dernière, la production mondiale du cacao est en baisse. Et particulièrement dans les deux premiers pays producteurs que sont le Ghana et la Côte d'Ivoire, la production est en baisse. Vous avez dit tout à l'heure, pour cette année seulement, nous avons une baisse de 23 à 24% de la production ivoirienne. Donc, c'est principalement cette question qui a entraîné la remontée des coûts. Maintenant, il y a plusieurs personnes qui profitent des marchés. Donc, dans le marché du cacao, il y a les spéculateurs. Les fonds de pension. Et les fonds qui sont entretenus par les fonds de pension. Et donc, ils sont là, ils regardent un marché qui est en train de prendre des couleurs. Mais vous avez beaucoup d'intervenants qui viennent sur ce marché-là. Et donc, la petite hausse qui était en train de se faire, mais boum, c'est un boom qui se produit avec ces intervenants. Merci pour ces explications. Messieurs, le temps imparti à ce sujet arrive à son terme. Moi, je vais vous demander peut-être d'aller vers vos solutions, vos propositions de solutions. Monsieur Koné Katinan, lorsque vous parliez, vous avez dit on a des solutions. Oui. Quelles sont ces solutions? Le cacao, c'est 100 milliards de dollars le marché du cacao, à peu près, par an. Sur les 100 milliards de dollars, les producteurs n'en reçoivent à peine 12 à 13%. À peine 12 à 13%. On a un producteur sur ce plateau qui est satisfait de la politique. Moi, je parle de façon globale. Hein, de façon générale. C'est-à-dire que dans la chaîne de production, dans la chaîne industrielle, dans tous les chaînons, c'est le moins payé, le moins rémunéré, c'est le paysan. D'accord. Voici la règle. Comment faire pour que nous changions et que nous puissions augmenter de façon substantielle ce revenu-là, ce paysan-là? C'est là la question. C'est pourquoi, justement, je suis d'accord avec Laurent quand il dit que l'EDR n'est pas du tout à inclure. Parce que quand vous le dites aux paysans, ah non, finalement, le cacao, votre cacao, il coûte finalement 1300 francs, mais on a ajouté 200 francs pour, si vous voulez, comme je veux vraiment faire une émission, ceux qui vous écoutent, je souhaite qu'ils comprennent. Comme bon, c'est un boissou qu'on vous a donné 200 francs, on a donné un boissou 200 francs, sinon en plus c'est 1300 francs. Donc, il faut faire attention quand vous le dites, comme c'est la dit, ça ne reflète pas la réalité des choses. Mais par contre, nous, la proposition que nous faisons, qui est simple, voyez-vous, la variation des prix procède de l'intérêt de plus en plus croissant que le chocolat, l'industrie cacaoyère prend dans le monde. Il y a en moins de 1000 industries dérivées du cacao. Quand on dit 1000 industries, c'est-à-dire 1000 produits, sous-produits de cacao interviennent dans 1000 sous-produits dérivés du cacao. Comment faire pour que, justement, dans cette valeur ajoutée-là, on puisse, à chaque étape, trouver un mécanisme qui puisse permettre aux paysans d'en tirer profit? La proposition, c'est laquelle de façon concrète? Simple. C'est, nous proposons une taxe internationale qui fonctionnera comme la TVA. Comme la TVA. Taxe internationale sur quoi? Voilà, j'explique. Okay. On prend comment on appelle la production, on vous dit, on convient avec eux, au lieu de faire ce que vous avez convenu avec eux, des DDR, vous dites, écoutez, nous voulons aider les populations, les paysans qui vous donnent le cacao et qui vivent dans des conditions difficiles. Nous voulons qu'ils continuent de produire. Donc, nous vous demandons de prêter une taxe. Comme la TVA s'est fait, elle se récupérera au fur et à mesure sur chaque échelon. Et le montant global par chèque revient et va être mis dans un compte global. Okay. Et ce compte-là, par pays, on peut le faire banquer par pays. Et alors, ça peut être une banque nationale, ça peut être n'importe qui, pourra alors gérer ce compte-là au profit des paysans. L'avantage, c'est quoi? C'est que, étant une taxe ad valorem, c'est-à-dire assise sur la valeur, chaque fois qu'il y a une augmentation, à chaque échelon donc, de la production, ou du moins de commercialisation, on puisse y mettre
on puisse récupérer quelque chose pour les paysans. Okay. Voilà un peu une on vous a bien proposition compris. à laquelle il faut que vous réfléchissiez. Tonné Katinon, donc la mise en place d'une taxe internationale. Honorable Edouard Nguesson, votre proposition, c'est laquelle? Alors, je ne voulais pas revenir sur Sans le DRD. revenir, effectivement. Voilà, le DRD, ça a été quelque chose. Okay. C'était une bonne idée, Sans revenir mais ça a dessus. été mal approché. Okay. Voilà, très très mal approché. En termes de proposition? Voilà, je pense que ce qu'il faut aujourd'hui, on est dans un système de comment on appelle ça, au niveau de la durabilité. L'Union européenne a instauré des exigences qui font que d'ici 2024, on sera contraint à faire du cacao durable. Et je sais qu'au niveau du CCC, ils ont mis en place, ils ont commencé à initier une norme, ce qu'ils ont appelé la norme AS400, AS1000. C'est une très bonne idée. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Traçabilité et tout, pour que derrière, on ait un cacao durable. Okay. C'est extrêmement important parce que, je leur ai toujours dit, il faut approcher le revenu du planteur au niveau de la durabilité. Parce qu'il y a des certifications qui existent. Quand vous prenez la certification Rainforest, ils ont le planteur à 200 francs, lui le sait, de plus par rapport à ça. Si demain on crée une durabilité, le planteur aura une prime par rapport au cacao qui est un cacao proposition bien notée. Julien Kouao, vous voulez qu'on revienne à un système libéral? C'est la libéralisation, parce que les propriétaires du cacao, ce sont les producteurs. Et tout à l'heure, c'est M. Kipré, c'est ça? C'est cela. Ouais, M. Kipré m'a suivi dans mes analyses. Il a dit tout à l'heure qu'ils vont dans les champs, ils croisent les producteurs, ils ne sont pas à même de comprendre trop les réalités du marché international. Ah non, c'était plutôt le contraire. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que vous avez dit. Pourquoi je... Non, mais ça, on refait le débat, on ne va pas refaire le débat. Oui, non, mais c'est ce que j'ai entendu. Vous dites que c'est difficile, le marché international est extrêmement difficile et que c'est difficile de comprendre le marché international. Alors, je ne savais pas qu'au Cameroun et au Nigeria, je ne savais pas que tous les planteurs étaient des experts du marché international, étaient des agrégés d'université pour comprendre le marché international. Je donne votre proposition de revenir au système de vente, au système libéral. La libéralisation. Bamba Kadoko, on va vers la fin de ce thème, de cette émission. Je vais vous permettre de dire un mot rapidement aussi sur la traçabilité dans les éléments. Ce que je voudrais dire, c'est que avant même les diligences européennes, le Conseil du café cacao avait déjà initié un recensement des producteurs de leurs vergers. Donc, c'est-à-dire que nous avons recensé les producteurs de café cacao parce qu'à l'époque, quand nous posions des actions en faveur des producteurs, nous ne savions pas qui était réellement la cible. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons affirmer qui est producteur avec des plantations géolocalisées. Et par derrière, vous avez une carte du producteur qui fonctionne aussi comme une carte, qui est une carte en même temps de paiement, une carte Visa, à partir desquelles les paiements vont se faire. Donc, à terme, vous pourrez, à partir de l'exportation, savoir effectivement le cacao qui est concerné par l'exportation, où il a été produit, par qui. Et ça règle aussi le problème non seulement de la déforestation, puisqu'on a géolocalisé les plantations. Nous savons les plantations qui sont dans des zones protégées et celles qui ne le sont pas. Voilà, et en outre, nous avons une information sur les ménages de producteurs. Nous savons combien d'enfants disposent de ménages, ceux qui sont en âge d'être scolarisés, ceux qui ne le sont plus. Et donc, nous adressons toutes les questions liées aux diligences européennes. Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est de dire que c'est vrai, le DRD n'est pas la solution pérenne pour, mais le DRD contribue à. Nous ne disons pas que le DRD c'est la solution, mais le DRD contribue à mieux rémunérer le producteur. Et nous continuons de travailler sur la question. Nous avons bien entendu les propositions de M. Koné. C'est vrai que de façon rapide comme ça, nous ne voyons pas trop comment ça pourrait fonctionner. Mais dans tous les cas, ce sont des pistes de réflexion que nous avons essayé de mener en terme. Consultez-moi, oui, payez, je vous fais les choses. Nous sommes ouverts. C'est pour dire qu'effectivement, nous continuons de travailler sur plusieurs thématiques. La traçabilité, la norme RS1000 qui, elle, englobe tous les certificats existants. C'est-à-dire que quand vous avez l'RS1000, la norme RS1000, vous avez dedans tout ce qui est certification qui existait au préalable. Donc, on va aboutir à un système unique de traçabilité où tous les certificats vont se retrouver. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous allons durablement, excusez-moi du terme, vers du cacao durable et traçable. D'accord. On vous permet le pléonasme. Qui prépare comme rapidement, si vous avez un élément à ajouter? Bon, qu'est-ce que... Moi, je suis venu sur ce plateau dans l'espoir qu'on nous proposerait, parce que ce qu'on a entendu souvent dans la presse, c'était qu'il fallait proposer autre chose, en fait.
c'est-à-dire autre chose que le libéraliser, que le stabiliser. Bon, Il y a des propositions qui ont été faites sur ce plateau. Oui, mais bon, les propositions qui ont été faites restent toujours sur les mêmes éléments. Il y a Geoffroy qui propose un système libéral. Oui, mais ça a été déjà pratiqué. Oh, okay, Monsieur Koné a proposé une taxe, mais sans nous dire dans quel système on l'a. Mais le plateau ne se prête pas non plus à cela, donc les échanges peuvent se poursuivre. Blondet, vous avez quelque chose à dire rapidement? Oui, madame, nous avons des choses à dire, parce que sur ce plateau, nous avons quand même en termes de propositions surtout des choses à faire observer à l'autorité de régulation. Vous savez que nous dirigeons des sociétés coopératives qui sont des entreprises et qui travaillent dans le bon champ. Nous sommes aujourd'hui prêts à rencontrer le conseil du café cacao pour que nous discutions du différentiel bon champ, de la marge. C'est-à-dire quoi? L'opérateur qui investit depuis le bon champ jusqu'au port, il n'a que 80 francs pour faire toute la manœuvre dedans. Et ça, c'est vraiment difficile. Vu que le prix du cacao est devenu cher, même jusqu'à 1500 francs, vous voyez, ça fait 1 500 000 la tonne. Et quand vous chargez un camion de 10 tonnes, et que vous faites tomber un sac sur la route, cette marge-là même n'arrive pas souvent à amortir. D'accord, ok. Nous voulons aussi, de ce plateau, demander aux décideurs, notamment au président de la République, qui pense beaucoup aux planteurs, de permettre de mettre notre interprofession en place cette année. D'accord, on a bien noté ces revendications. C'est la seule voie pour les producteurs de participer aux prises de décision. Sinon, jusqu'à présent, on n'est pas vraiment représenté dans les prises de décision et c'est difficile. Ok, mais j'ai failli dire, c'est dommage que vous abordiez ce point à la fin de ce thème, parce que vous semblez nous dire que tout va bien. Malheureusement, on n'a pas le temps de rentrer pour débattre ces deux points que vous avez soulevés. On va refermer. D'accord, merci. On va donc refermer cette première partie des